Salut les pitous, salut le gang, ça fait ultra plaisir de vous retrouver dans cette petite vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elisabeth. Attendez, j'enlève mes lunettes. Ça c'est mon truc, les lunettes en ce moment. Donc je m'appelle Elisabeth Diveri, je suis donc une écrivaine et entrepreneuse désormais dans le domaine du voyage. Et je vous parlerai de tout ça plus en détail car ce n'est pas forcément le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et je tiens à vous remercier d'abord tous les pitous qui ont formé cette communauté qui est juste une communauté super bienveillante et magnifique. Je tiens à vous remercier parce qu'on a passé la barre des 100 abonnés et si je me trompe pas, au moment où je vous parle les gars, on a percé parce que il me semble qu'on est à genre 107 abonnés sur cette chaîne et ça fait plaisir. On est ensemble et puis tout. Et franchement, j'avais envie de faire un petit truc, un petit événement et tout, mais je me suis dit c'est un peu compliqué vu que je ne suis pas, sur Paris. Tu vois, c'est un peu compliqué de me dire je vais offrir un cadeau, tout ça, parce que je me suis renseigné sur les livraisons ici à Lisbonne, au Portugal. C'est pas forcément le plus évident, donc je me suis dit on va pas prendre de risques. Mais ne vous en faites pas, je vous prépare des petites surprises pour lorsque je mets les pieds en France, pour vous remercier d'avoir fait l'effort de rejoindre cette chaîne YouTube. D'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas rejoint encore, notre petit gang, et qui ont envie de faire partie de l'aventure, vous pouvez nous rejoindre en tout simplement en cliquant sur le bouton qui s'affiche là ou là. Voilà, le gang, vous savez, je sais jamais de quel côté ça apparaîtra, mais voilà, donc ce sera soit de ce côté, soit de ce côté pour nous rejoindre et faire partie de l'aventure. Voilà. Donc comme je vous disais, je vous prépare des petites surprises. Alors ce sera peut-être limite l'année prochaine tout ça. Donc vraiment patience, mais la patience est une vertu. Et je voulais juste vous dire que ça me fait super plaisir d'avoir fait cette petite communauté. En fait, je me dis que moi je fais rien du tout à part faire de la création de contenu, et après c'est vous qui faites le gros du travail, c'est-à-dire que c'est vous qui likez, c'est vous qui partagez, c'est vous qui lâchez des commentaires, c'est vous qui prenez le temps de vous abonner, et en plus vous êtes genre hyper sympa avec moi. Je reçois beaucoup de force de votre part et c'est juste génial, donc merci beaucoup, je vous fais plein de bisous, vous êtes tous exceptionnels les pitous. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo est donc on revient parce que voilà, dans la dernière vidéo j'ai dit que j'avais plié le sujet, mais non, il me reste des choses à dire. Donc on va parler aujourd'hui transidentité tout simplement, et on va parler d'un sujet qui malheureusement, je peux dire, est un sujet un petit peu plus triste que d'habitude, dans le sens où on va parler des effets secondaires des hormones féminisantes, et plus précisément des effets secondaires des bloqueurs de testostérone et de la spironolactone. Euh, Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que, comme promis, je détaille un peu mon parcours, mais surtout j'essaie de vous aider au maximum, et surtout, c'est surtout pour les personnes qui ne sont pas encore lancées et qui ont envie d'avoir un maximum d'informations concernant la transition. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que on parle souvent d'effets secondaires, mais moi par exemple, lorsque je suis allé sur d'autres chaînes YouTube, d'autres personnes, avant de commencer ma transition, etc., donc d'autres personnes transgenres, j'ai pas forcément vu des gens qui expliquaient les effets secondaires que eux ils avaient vécu. Alors j'espère, et Dieu merci, qu'ils n'avaient pas vécu d'effets secondaires. Ou alors tout simplement c'est un truc dont ils ne parlent pas, parce que ça peut être un peu gênant, on va pas se mentir. Et en général c'était surtout des effets secondaires genre généraux, etc. C'était un peu comme moi lorsque je vous ai fait la première vidéo sur les hormones et parcours de transition. Et moi tout simplement je vous avais dit les effets secondaires, j'avais lu ce qui était sur la fiche de consentement que j'avais signée. Mais je vous ai pas parlé d'effets secondaires, vous voyez, c'était un peu généraux. Donc là on va aller dans un cas particulier, le mien, voilà. J'aurais commencé avec cette petite note positive, les pitous. J'ai percé, wesh, j'ai percé. J'ai atteint les 1%. Les 1%. Donnez-moi un trophée. Non, je rigole.
J'espère ne plus faire partie de ces 1% là, parce que c'est le 1%, si je puis dire. Pour une fois que je suis dans les 1%, c'est un 1% négatif. Tu vois ce que je veux dire? Si je pouvais être dans le 1% des personnes les plus riches, je serais contente. Voilà. Donc j'ai fait partie des 1% des personnes qui ont eu des effets secondaires suite à la prise d'un bloqueur de testostérone, donc l'aldactone plus précisément. Alors, aujourd'hui, tout va mieux, mais je vous en ai pas parlé pendant le processus où j'étais en train de souffrir, puisque tout simplement, voilà, voilà. Et maintenant que ça va mieux, je me dis pourquoi pas en parler. Donc voilà. Alors, j'ai mon petit attirail. Donc voilà, au début, dans ma vidéo, je vous ai sûrement montré ceci, qui était donc la spironolactone qu'on m'a prescrit à la base lorsque j'ai commencé mon traitement hormonal. Et en effet, donc lorsque j'ai pris cette spironolactone là, tout allait bien, ça fonctionnait super bien et il n'y avait pas de souci. Pour les personnes qui me connaissent et qui ont suivi mes aventures, que ce soit sur YouTube ou Instagram, parce que franchement je pense que j'en ai parlé un peu partout, avant de venir au Portugal, ma vie à Paris c'était la zizanie, dans le sens où je me suis retrouvé à la rue, je dormais dehors, je dormais sur des bancs, j'ai dormi à l'aéroport, j'ai dormi dans des bâtiments, j'ai dormi une fois, si je puis dire, derrière un buisson, donc franchement c'était pas ouf, c'était pas fifou la vie à Paris à ce moment-là. Et ce qui se passe, c'est que donc mon ordonnance de 6 mois arrivait à péremption et il fallait que je la renouvelle. Donc il faut savoir que moi je suis arrivé au Portugal au mois de février. Sauf que mon ordonnance qui arrivait en péremption, elle arrivait à péremption en fin février. Et moi du coup je revoyais mon endocrinologue en début mars. Seul petit hic, c'est que du coup, j'ai trouvé un emploi ici avec un appartement, etc. Donc pour moi, c'était l'aubaine de me dire, ok, je vais sortir du bitume parisien pour aller vivre, si je puis dire, au Portugal. Et en fait, je décollais une semaine après que j'ai appris que j'étais prise pour le poste. Il fallait que je sois sur place 7 jours après. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté mon endocrinologue par téléphone. Pour lui expliquer la situation, etc., etc. Malheureusement, mon endocrinologue qui n'est jamais disponible, soyons clairs, est disponible tous les 6 mois, mais ça on en parlera à la fin de la vidéo. Je suis tombé donc sur sa secrétaire. Sa secrétaire me dit: je prends bien tout votre message, j'ai pris bonne note, etc. Je lui explique la situation, on vous rappelle demain grand maximum, etc. Elle me dit même: envoyez-lui un email pour envoyez-lui un email pour être sûr, etc. Donc moi je fais ça et tout parce que la journée je squattais des bibliothèques, donc ça me permettait de charger mes affaires, mon téléphone, ça me permettait de charger mon ordinateur portable, mes batteries portables, pour ensuite pouvoir la nuit avoir le nécessaire et pas être en panne de batterie tout simplement. Et donc je fais ça, etc. Du coup, ce qu'elle me dit, l'endocrinologue, c'est qu'elle me dit que ok Serge, je pars au Portugal, etc. Sauf que elle est pas disponible et que du coup elle a pas de disponibilité à libérer et que le mois de mars c'est pas si loin parce que du coup on était en fin janvier. Elle me dit le mois de mars c'est pas si loin, etc. Patati patata. Et du coup elle me dit: ce que je vous fais, c'est que je vous fais une nouvelle ordonnance tout de suite maintenant. Moi, dans ma précipitation, je dis ok, je ne réfléchis pas, tout simplement. Pourquoi? Je vais pas vous mentir. J'étais en train de dormir dans la rue, donc j'avais d'autres impératifs, si je puis dire, que même si ma transition était super importante et que je la suivais à la lettre, on va dire que j'avais d'autres impératifs que de me prendre la tête à savoir ce qu'il y avait écrit sur cette putain d'ordonnance, parce que je me suis dit que c'était exactement la même. Sauf que quand je vois l'ordonnance, du coup, je me dis, mais elle a changé la spirono, tu vois. Parce que du coup, je vois que c'est pas forcément la même spironolactone. Mais c'est pareil, je me pose pas de questions, parce que je me dis, genre, dans 4 jours, je prends l'avion, je veux pas chipoter sur le fait qu'elle ait changé la spironolactone. En plus, elle avait pas fait de... elle n'avait pas fait d'analyse sanguine pour ça, dans le sens où moi j'aime bien faire mes analyses sanguines genre une semaine avant d'avoir rendez-vous. En fait, je veux qu'elle soit le plus actuelle possible.
Et comme les analyses sanguines, c'est en général soit tous les 3 mois, soit tous les 6 mois, mais je ne vais pas les faire 3 mois à l'avance et après les ramener euh, à l'endocrinologue. Ça n'a pas de sens, tu vois ce que je veux dire. Ce que je veux, c'est qu'ils sachent l'état de mon sang tout de suite pour qu'ils prennent les bonnes décisions pour tout de suite, pas pour il y a 3 mois. Tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, enfin, tu vois, vous voyez, peu importe, on s'en fiche, quoi. Et donc, du coup, je prends cette ordonnance, je fonce à la pharmacie. Moi, je suis hyper content parce que je me dis, bon, ok, j'ai une nouvelle ordonnance de 3 mois. Je vais pouvoir avoir mes hormones en arrivant ici au Portugal. Euh, et voilà, je vais pouvoir continuer ma transition sans qu'il y ait de trous, si je puis dire. Et que ça continue, que ce soit fluide, etc., etc. Et du coup, donc je fonce à la pharmacie et en effet, je remarque qu'elle a bien changé la spironolactone pour me filer de l'aldactone. Bon, faites pas gaffe. De toute façon, maintenant c'est une boîte que je déteste, donc faites pas gaffe à l'état de la boîte. Voilà. Et voilà. Donc du coup, c'était ça. C'était l'aldactone, compressé câble, spironolactone. Voilà. Apparemment, ça c'est la spironolactone véritable. Et ça, c'est genre, je sais plus comment ils disent. C'est un générique. Bref. Et donc moi, du coup, à la base, j'étais sous le générique, mais du coup, elle me file ça. Donc moi, je me pose pas trop de questions, et surtout que il me restait encore quelques pilules de générique. Donc j'arrive ici au Portugal, et je crois qu'au bout de 2-3 jours, mes pilules de générique sont finies. Du coup, je me mets à entamer cette boîte d'aldactone. Voilà. Et c'est pareil, elle avait diminué la dose, à la base j'en prenais 2 par jour, là elle me dit 1 par jour, etc. Et franchement j'ai pas chipoté parce que je me suis dit bon c'est pas la même chose, donc voilà, j'ai pas vraiment chipoté et je me suis pas vraiment posé la question. Et en fait ce qui s'est passé tout simplement, je vais commencer à vous mettre des petites images ici. C'est pour ça que je reste que de ce côté-là, pour ceux qui se disaient mais pourquoi Elisabeth elle reste que de ce côté de la caméra. Bon, c'est aussi pour vous faire profiter de la vue. Tu connais la street, on est là, on kiffe la street, nous. On représente la street, même à Lisbonne. Bref. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, donc, je suis au Portugal, je commence à prendre la spironolactone, etc. Et au début, il n'y a pas vraiment d'effets secondaires, si je puis dire, visibles, etc. Et au bout de, je sais pas, 3 semaines, un mois, je commence à avoir des effets secondaires visibles et en plus des effets secondaires physiques, mais genre dans mon corps, tu vois. C'est-à-dire que moi, à la base, je fumais, mais je fumais des joints de cannabis. Ouais. J'ai arrêté maintenant et lorsque j'aurai acheté un gros score de jour, je l'afficherai genre sur Insta en mode je suis contente. Bref. Et du coup, en arrivant ici, je connaissais pas de dealer, etc. Donc et forcément, je me suis dit, je vais pas arriver comme ça dans la rue, demander à tout le monde. Sachant que la dernière fois que j'étais venu à Lisbonne avec mon ex, etc., il y a un mec dans la rue, il m'a dit marijuana, marijuana. Je lui ai dit ouais, ouais, ok. Je lui ai dit 20 balles. Il m'a filé un truc, c'était pas de la weed. Donc, du coup, je me suis dit, acheter ça dans la rue, ça sert à rien. Donc, du coup, je me suis dit, on va en profiter pour ne pas fumer de weed. Et au final, j'ai trouvé, parce que ma coloc Bédave aussi, elle est là depuis plusieurs mois avant moi, donc elle a des contacts de Gilos, elle m'a filé ça, et tu connais, on a fait le business comme il fallait. Bref, et donc j'arrête de fumer, et mais par contre je me mets à cloper, à fumer beaucoup de clopes. Et du coup, moi je fumais pas de clopes à la base, tu vois. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je ressens que mes poumons ils commencent à être chargés, tu vois. À être chargés, genre limite je commence à avoir mal aux poumons, etc. Nanani nanana. Dans ma tête, forcément, je commençais par me dire, oh, peut-être c'est le Covid et tout, tu vois, on sait jamais, je l'ai jamais eu, donc voilà, et je sais qu'il y avait des douleurs thoraciques, etc. Mais après, en vrai, je me suis dit, non, il n'y a pas de raison que ce soit ça. Et j'avais toujours pas pensé à la spironolactone à ce moment-là. Et là, il commence à m'arriver un truc bizarre, c'est que la peau de mes mains, hein, là qui est impeccable comme vous voyez, mais elle commençait à peler. Elle commençait à peler. En fait, je commençais à faire le serpent, quoi. Ça commençait à se barrer.
Et au début, c'était pas très grave. Je me disais peut-être que j'ai les mains sèches et qu'il faut que je mette beaucoup plus de crème hydratante sur mes mains, etc. Parce que voilà, moi quand je mets de la crème, c'est surtout genre sur mon visage en priorité. Et après, j'étale ce qui reste sur les mains. Donc parfois, c'est vrai que j'ai un peu les mains sèches parce que je me suis pas concentré dessus, tu vois. Et les jours passent, les jours passent, les jours passent. Et je vois que ça s'aggrave en fait. Et en fait, je commence à remarquer tout simplement que je commence à avoir les mains qui fripent et qui genre fripent de fou et qui pèlent de fou. Donc là, je commence à vous mettre les vidéos sur le texte. Euh, Quand je sors de la salle de bain, tu vois. Et tu vois, quand t'es dans l'eau pendant trop longtemps, genre que tu prends un bain, ou que tu vas à la piscine, ou que tu vas à la plage et que tu restes dans l'eau genre 1 heure, tu vois comment ils sont tes doigts de ta paume de main et ta paume de pied. Et ben c'est exactement la même chose. Mais je me dis, c'est bizarre, parce que, genre, je reste maximum 15 minutes sous l'eau, tu vois. Donc je me suis dit, c'est bizarre. Et après, j'ai commencé par me dire, peut-être que je reste super longtemps sous l'eau, mais que je m'en rends pas compte. Du coup, j'ai commencé à mettre, genre 10 minutes top chrono, genre je mettais un minuteur quand j'allais prendre ma douche. Et je me suis rendu compte que même en 10 minutes, ça me faisait ça. Là, je vous montre, vous voyez comment c'est horrible. Et du coup, là, je commence à flipper. Du coup, je me dis, bon, ok, il n'y a pas de souci, etc. Et je vois que ça s'empire, ça s'empire, ça s'empire. Et c'est pareil, je vois que ma situation respiratoire, elle s'empire. C'est-à-dire que mes poumons ils sont de plus en plus chargés. Je vois que j'arrive plus à prendre de l'air autant qu'avant. C'est-à-dire que j'arrive plus à faire genre... Tu vois. Et genre, je fais un truc du style... Et j'ai l'impression que là c'est bon, je suis full et que mes poumons ils vont exploser, que ça fait super mal, tu vois. Et quand je fais... C'est pareil, il n'y a pas autant d'air qui sortait, ça faisait genre... Et c'est tout, tu vois. Et genre j'avais un genre de pic, l'impression d'avoir une aiguille plantée dans mon putain de poumon, tu vois. Et là, je commence à me dire, bon, ok, c'est peut-être que j'ai trop fumé de clope. Tu vois, c'est peut-être que j'ai trop fumé de clope. Et je me souviens, j'étais revenu sur Paris pour aller à un concert avec my bestie. Et je lui disais, bon, là, les clopes, c'est sûr, j'arrête. Tu vois, parce que du coup, j'étais revenu à Paris, on avait fumé de la weed et tout, j'étais refait. Et je me suis dit, bon, là, les clopes, c'est sûr, j'arrête. Parce que franchement, je commence à taillader un paquet. Faut savoir que je fumais pas de clope à la base, tu vois. Et je me dis, je sais pas, 3 semaines, un mois, je commence à taillader un paquet en 1 jour et demi, 2 jours, tu vois. Donc je me dis, bon, c'est peut-être ça. Donc j'arrête les clopes et tout. Tada, je fume plus. Donc du coup, tada, je fume plus rien. Ni de weed, ni cigarette. Et je me rends compte que mon problème de poumon, ça continue. Donc je me dis, au bout de genre 2 3 semaines, et du coup je me dis, bah, visiblement c'est pas les poumons, tu vois, c'est pas les clopes. Et je me rends compte que ces problèmes de main, ça continue. Donc je me dis, visiblement, c'est pas ça. Du coup, je commence à faire des recherches tout simplement sur internet et tout simplement, je marque paume des mains qui pèlent. Et là, je tombe sur des articles, sur des blogs ou sur des trucs hyper scientifiques, genre Doctolib, etc. Ou je sais plus, votre santé, enfin, tu vois, des trucs assez sérieux, quoi, faits par des médecins, mais qui disent qu'en gros, bah ouais, c'est quand tu restes dans l'eau, etc. Nanani, nanana. Et après, je commence à me renseigner plus en profondeur, tu vois. Et là, je commence à me rendre compte que c'est pas... comment dire euh, La voisine m'a déconcentré. Euh, Putain, ouais, quand tu restes dans l'eau, etc. Et en fait, après, elle commence à dire oui, c'est normal si votre peau pèle parfois, etc. Ça veut dire qu'il y a une irritation, ça veut dire que soit elle réagit à une attaque extérieure, par exemple quand tu bronzes, quand tu prends des coups de soleil, quand t'es babtou, les babtous, vous connaissez ça. Quand tu prends un coup de soleil, bah finalement, comme ta peau elle a été agressée par le soleil, du coup elle pèle, elle change, tu fais le serpent. Pareil pour si tu fais un tatouage ou des trucs comme ça. Et je me dis, ce n'est pas quelque chose qui m'est arrivé. Et là, je vois marqué que ça peut être une réaction allergique médicamenteuse, précisément. Et là, mon crâne, il tilte direct la spironolactone, enfin l'aldactone, du coup. Bam, par les laboratoires Pfizer, je tiens à dire. L'aldactone, tu vois. Et là, mon crâne, il tilte direct. Et je me dis, mais
c'est forcément la spirono, puisque c'est le seul truc que je prends tous les jours, tu vois. Et donc là, je commence à m'inquiéter, je commence à voir quel type de maladie ça peut être, etc. Je vais vous montrer la maladie que c'est. Je crois que c'est le syndrome de Steven Johnson. Donc faut vous dire que c'est genre super rare et que c'est 1% des gens qui prennent ça qui ont qui ont qui ont les symptômes d'effets secondaires que j'ai eu et donc qui potentiellement sont en train de crever, quoi, tu vois, parce que clairement lorsque je me suis renseigné, le syndrome de Steven Johnson, c'est genre un truc qui te tue, c'est grave, tu vois. Dieu merci, j'ai arrêté avant que ça s'éparpille sur tout le corps. Et donc lorsque j'ai lu ça, etc. Et donc là, je me dis bon, je suis peut-être en train de devenir folle, tu vois, c'est internet, hein, quand tu tapes pourquoi j'éternue, tu vas forcément tomber sur 10 articles qui vont te dire si t'éternues, t'as un cancer, tu vas crever dans 3 jours. Donc internet, c'est sur la santé, c'est toujours un truc qui te rend parano et qui te fait flipper à fond. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je lis la notice qui est à l'intérieur. Vous savez, la petite notice qu'on dit qu'il faut toujours garder, jamais jeter. Celle-ci. Enfin, je la déplie, je la lis et je lis les effets secondaires. Et bon, je vais lire les effets secondaires avec vous, maintenant que c'est sorti, pourquoi pas. On va pas se priver, hein. Comment prendre Zactone 50 mg, comment conserver Zactone. Quels sont les effets indésirables éventuels? Bon, je vais pas tout vous lire, je vais juste vous lire. Voilà, un décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps. Voilà, et c'est ce qui était en train de m'arriver. Et sauf que moi, ça a commencé par la paume des mains, Dieu merci, parce que si ça avait commencé par, c'est pas la peau du bras, etc., ça veut dire que c'était déjà un état avancé. Donc voilà. Et donc là, je me dis, merde, ce que j'ai lu sur internet concorde avec ce qu'il y a écrit sur cette notice. Et là, je commence à être genre hyper malheureuse, je commence à pleurer genre tous les jours, je commence à croire que je vais mourir. Etc., etc. Du coup, je me dis bon, ok, j'arrête directement et je prends rendez-vous. Du coup, je tente de reprendre rendez-vous avec mon endocrinologue qui m'a prescrit ce médicament pour lui expliquer la situation. Je retombe sur sa secrétaire qui me dit oui, on n'a pas de rendez-vous avant 3 mois, etc. Je lui dis un rendez-vous en visio. Je lui dis je suis au Portugal. De toute façon, je vais pas prendre l'avion juste pour l'avoir une seule fois, tu vois. Elle me dit mais même les visios, etc. Bon, je me dis. Mon endocrinologue qui n'est jamais disponible, si elle est pas disponible alors que je suis dans une situation d'urgence, c'est pas un bon médecin. Et je me dis en plus c'est elle qui m'a prescrit ça sans prendre plus de précautions auparavant, c'est-à-dire sans me voir, sans me parler au téléphone vu que j'ai parlé à sa secrétaire, sans me faire un appel visio, sans faire de prise de sang, etc. Bon, après c'est aussi de sa faute, mais c'est de ma faute parce que j'aurais être plus vigilante. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui me dit tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est de ma faute à moi, tu vois, parce que c'est moi qui n'ai pas bien géré la situation non plus de mon côté. Bref, je me dis que c'est pas mon endocrinologue. Je me fâche, je déteste faire ça parce que j'ai travaillé dans le téléphone, donc je sais que c'est ton taf, tu vois. Mais c'est pas grave, je me fâche sur la secrétaire, je le raccroche au nez et voilà. Et du coup, je me dis, bon, faut que je fasse un truc. Et du coup, je consulte mon médecin traitant en France, qui est un médecin traitant, une femme qui est spécialisée, elle suit plein de personnes transgenres. C'est avec elle que j'ai commencé ma transition, c'est elle qui m'a fait mon ALD, c'est elle qui m'a envoyé vers les psychologues, c'est elle qui m'a conseillé des listes d'endocrinologues, etc. C'est elle qui m'a fait mes trucs pour mon épilation laser. Donc en fait, elle me suit depuis le début. Et là, je lui explique tout, et elle me dit, en effet, il semblerait que ce soit dû à cette spironolactone-là et que j'ai pas de chance en fait, parce qu'elle me dit genre elle n'avait jamais vu cet effet secondaire-là, dans le sens où c'est un effet secondaire qui arrive, mais qui est tellement rare, tu vois, que elle a pas eu l'occasion de traiter cet effet secondaire-là. Donc on se met d'accord pour que j'arrête ça tout de suite, et du coup mon traitement continuait seulement avec
des oestrogènes. Donc du coup, pendant 2 semaines, j'ai pris que des oestrogènes sans bloqueur de testostérone. Je vais pas vous mentir, ça m'a rendu hyper malheureuse parce que j'avais l'impression de détransitionner, tu vois. Parce que les bloqueurs de testostérone, ça fait baisser la testostérone et du coup, la dose d'œstrogène que tu prends, elle a plus d'effet. Alors que là, c'est-à-dire que ma testostérone remontait et ma dose d'œstrogène n'avait pas changé parce que je pouvais pas la modifier comme ça du jour au lendemain. Je pouvais pas passer de, je sais pas, de 2 pressions par jour par exemple, hein, c'est un exemple, à 4 ou 6 pressions, tu vois. Donc forcément, c'est un ralentissement de ma transition et franchement, j'avais vraiment l'impression de revenir en arrière et j'étais hyper malheureuse. Bref, et donc du coup avec mon médecin traitant, super médecin traitant, on s'est mis d'accord que j'arrête et elle m'a dit si au bout d'une semaine vous voyez pas d'amélioration, et, parce que attends, je vous explique. Donc on a eu cet appel, c'était en visio, etc. Puisque je suis au Portugal et elle est en France. Et sauf que 2 semaines plus tard, j'avais enfin rendez-vous avec mon endocrinologue ici au Portugal, à Lisbonne. Donc elle m'a dit que visiblement ce n'est que le début de ses effets secondaires et que ça ne sert à rien de paniquer et qu'il suffit simplement d'arrêter. Et donc elle m'a dit que du coup j'arrête totalement. Et que en attendant mon rendez-vous dans 2 semaines avec l'endocrinologue ici, j'arrête de prendre l'aldactone, mais que si je vois au bout d'une semaine qu'il n'y a pas forcément d'amélioration, mais surtout que ça empire, alors à ce moment-là, je fonce aux urgences. Parce que ça veut dire que malgré que l'aldactone, entre guillemets, soit purgé de mon corps, etc., ça veut dire que la maladie s'est installée en dépit. Ça veut dire que là, c'est plus une réaction allergique. Ça veut dire que la maladie, au début, c'était une réaction allergique et qu'ensuite, elle s'est installée. Bref. Dieu merci, au bout d'une semaine, ça a commencé à disparaître, voilà, etc. Et du coup, au bout de 2 semaines, tout avait carrément disparu. C'est comme si j'avais jamais pris ce médicament et que tout ça, ça m'était jamais arrivé. Donc moi, j'arrive chez mon endocrinologue ici à Lisbonne. Donc du coup, c'est dans le centre de Lisbonne, c'est dans un hôpital, etc. S'il y a des gens personnes transgenres du coup, qui viennent habiter à Lisbonne et tout, et qui veulent avoir un peu de conseils, du coup, je pourrais vous conseiller sur ça. Venez me voir en PV, vous connaissez, je kiffe donner à fond. C'est là pour vous donner toute la valeur que ce monde possède. Donc voilà. Et donc je vais la voir et je lui explique tout ce que je viens de vous expliquer, etc. Et elle, du coup, c'était une réaction qu'elle avait déjà vue. Et c'est pareil, et elle m'a dit, mais genre, c'est super méga rare, tu vois. Et donc voilà. Et du coup, voilà. Et moi, du coup, elle m'a represcrit ça. Donc là, je suis parti chercher ça. Et elle m'a dit, bon, on va voir si c'est... Parce qu'elle m'a dit que c'est pas normal que je prenne ça pendant plus d'1 an et qu'il m'arrive rien, et que je prends ça, et qu'au bout d'1 mois, je suis en train de crever. Genre, elle m'a dit, peut-être que c'est autre chose que la spironolactone, parce qu'elle m'a dit, si c'est de la spironolactone, ça se déclenche pas comme ça au bout d'1 an, tu vois, ça aurait dû se déclencher dès le début. Bah, je lui dis, ouais, on sait jamais, tu vois. Et bref, du coup, elle me remet sous les génériques, ceux que j'étais à la base. Et elle me dit, si je vois qu'il y a le moindre petit truc, j'arrête immédiatement. Et du coup, j'ai recommencé. Et en fait, tout simplement, tout va bien aujourd'hui. Voilà, j'ai plus les mains qui pèlent, j'ai plus les poumons chargés. Voilà, je m'étais même remis à fumer pendant un temps, c'est-à-dire fumer des cigarettes et tout. Et c'est pareil, il n'y avait pas de... ça n'empiétait pas sur mes poumons, quoi. Donc voilà. Du coup, tout ça, c'est pour vous dire que il y a des effets secondaires. Ça peut être plus ou moins grave. Ça m'est arrivé à moi. Dieu merci, j'espère que c'est terminé définitivement. Ici, j'ai enfin trouvé une endocrinologue qui est très disponible. C'est-à-dire que je l'ai vue il y a peut-être... je l'ai vue il y a peut-être 2 semaines, je crois. Et j'ai rendez-vous avec elle la semaine prochaine. Du coup, donc là, on va faire les analyses de sang et tout.
Et genre, elle est hyper disponible. Bon, elle est disponible que le vendredi à l'hôpital, donc c'est un peu chiant. Mais sinon, elle est hyper disponible et tout. Et voilà, pourquoi je voulais parler un peu de l'endocrinologue, c'est pour vous dire. Et moi, c'est un truc que de toute façon, c'est pas que cet endocrinologue-là que j'avais sur Paris qui me suivait, c'est tous les endocrinologues plus ou moins parisiens. Bizarrement, ils sont jamais disponibles, tu vois. Enfin, ils sont jamais disponibles sauf au bout de 3 mois. Et ce que je me dis, c'est que je dis pas que c'est des mauvais médecins, mais un médecin qui n'est pas capable d'être disponible dans l'urgence, c'est soit un médecin qui n'en a rien à foutre de ta gueule, et dans ce cas-là, c'est pas le médecin avec lequel tu dois évoluer, soit c'est un mauvais médecin. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends, on a tous un emploi du temps, on a tous des trucs, donc si le médecin a rendez-vous avec un patient, il va pas effacer ce patient-là parce que toi t'es dans l'urgence, mais qu'il prenne au moins le temps de te parler, de t'écouter et de gérer la situation, tu vois ce que je veux dire? Parce que peut-être que si j'avais attendu 3 mois et que j'avais continué ça et que j'attends 3 mois qu'elle soit disponible, ensuite que moi je prenne l'avion pour aller jusqu'à Paris pour la voir, ça se trouve je serais morte entre temps, tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve que ça c'est un peu dommage, les endocrinologues ici à Paris, c'est que quand tu les vois en général, et c'est pareil lorsque tu cherches un rendez-vous avec un endocrinologue parisien, ils ont toujours des rendez-vous, genre là on est en mai, juin, juillet, août, et ben, je suis sûr que voilà, tu vas taper le nom d'un endocrinologue qui suit des personnes transgenres, tu vas sûrement en avoir pas avant septembre, tu vois ce que je veux dire, alors qu'on est au mois de mai. Et donc, je trouve ça vraiment très dommage. Surtout que moi j'en avais fait, si je puis dire, une règle générale, c'était une généralité, pour moi c'était une limite devenu une normalité. Parce que ça a toujours été comme ça. Je crois que j'ai eu quand même 3 endocrinologues différents à Paris. Et justement, pourquoi j'ai changé autant de fois d'endocrinologue à Paris, c'est pas parce qu'ils étaient mauvais. Tu vois, bon, au début c'était un mec, donc c'est lui qui m'a fait ma première ordonnance et tout, donc je le remercie, y a pas de souci. Mais je voulais que ce soit une meuf qui me suive, parce que tu vois, c'est pareil, l'endocrinologue, quand tu vas le voir et que tu as fait ta prise de sang, alors je sais pas si c'est pour toutes les personnes transgenres, etc., mais pour voir par exemple le développement des seins, si tout va bien, bah il te palpe les seins, tu vois. J'ai pas forcément envie qu'un mec touche mes seins comme ça, alors que je vais rien demander, tu vois. Je préfère quand même que ce soit une meuf, puisque je me dis elle sait ce que ça fait, donc à moins que ce soit une perverse aussi, enfin bref, en tout cas je dirais que intuitivement j'ai quand même plus confiance. Et donc voilà, le premier j'avais changé pour ça, ensuite c'était une dame aussi, sauf que c'est pareil, elle j'avais changé parce que elle était pas disponible, parce qu'à un moment j'avais besoin d'un... comment dire, j'avais fait mes prises de sang, etc. J'avais besoin d'un renouvellement d'ordonnance. Et elle, en fait, elle voulait pas me renouveler mon ordonnance sans m'avoir revu. Alors je me suis dit, c'est génial, c'est une endocrinologue parce qu'elle fait bien son boulot. C'est-à-dire que elle voulait m'avoir revu avec les prises de sang un jour, les trucs, etc. pour bien me refaire une ordonnance adéquate. Par exemple, s'il faut augmenter la dose, qu'on l'augmente, s'il faut la baisser, qu'on la baisse, etc. Sauf qu'elle n'était pas disponible, pareil, avant la date où j'en avais besoin. Et du coup, moi, ma phobie, c'est de me dire, t'imagines, je sais pas, tu restes 2 semaines ou 3 semaines ou voire 1 mois, 2 mois sans prendre d'hormones. C'est un peu dommage, quoi, tu vois. Bref, et du coup, j'ai changé une 3e fois un endocrinologue pour cet endocrinologue-là, qui, elle, du coup, m'avait revu, elle m'avait fait des nouvelles prises de sang, elle m'avait donné une nouvelle ordonnance, etc. Et je l'ai quand même vu 3-4 fois de manière régulière, mais jusqu'ici, tout allait bien, si je puis dire, puisque j'avais pas besoin d'urgence, et du coup, à chaque fois, mes rendez-vous, je les promenais super à l'avance. Et à Paris, ça va, je pouvais m'arranger pour avoir des rendez-vous. Enfin, je savais que si je prenais un rendez-vous 3 mois à l'avance, je savais que j'allais y être, parce que si je voulais y être, j'y étais. Il n'y avait pas de problème de me dire « Oh, je travaille » ou quoi, ou nanani, nanana. Donc, je m'en fichais un peu, tu vois, je prends un rendez-vous 3 mois à l'avance, je le note dans mon agenda, je sais que j'y serai, tu vois. Et donc, jusque-là, tout allait bien. Et sauf que ici, en arrivant à Lisbonne et en me rendant compte que mon endocrinologue, elle est genre super disponible, tu peux l'appeler par téléphone et tout, mais genre, c'est pareil, elle m'a dit si vous voyez que ça revient et tout, vous foncez aux urgences, vous m'appelez et je vous trouve un rendez-vous genre dans les 48 heures. Tu vois ce que je veux dire? Et moi je trouve ça juste génial.
Donc c'est aussi ça que je veux dire, lorsque vous faites le choix de votre endocrinologue, ne vous basez pas juste sur le fait que votre endocrinologue, c'est un endocrinologue qui s'y connaît en personnes transgenres ou que ça a été conseillé sur je ne sais quel truc, etc. Ce que je veux dire, c'est pour débuter, c'est bien parce que si je puis dire, c'est plus facile pour nous les personnes transgenres de débloquer le parcours hormonal en passant par là. Parce que si tu vas avec une endocrinologue par exemple qui n'a jamais suivi de personne transgenre, il est possible qu'elle te fasse un suivi de je sais pas combien de temps avant de te délivrer ta première ordonnance hormonale. Donc ça peut créer encore plus de dysphorie chez les personnes transgenres. Mais donc je pense que pour débuter c'est bien de prendre ces endocrinologues qui sont spécialisés et qui vont pas vraiment chipoter et qui vont t'aider à accélérer le processus de transition. Mais après quand même réfléchir à ça, à la qualité de l'endocrinologue que tu as. Donc c'est-à-dire pour moi la qualité c'est la manière dont l'endocrinologue te traite. Est-ce que l'endocrinologue est à cheval sur ton traitement? Est-ce qu'il est à cheval par exemple pour moi un endocrinologue qui me renouvelle mon ordonnance sans me faire de prise de sang, je me dis que c'est un mauvais endocrinologue. Bon après là l'endocrinologue que je suis allé voir ici, malheureusement j'avais pas d'ordonnance portugaise pour faire la prise de sang et j'avais plus d'hormones. Mon flacon d'œstrogène, j'ai vu l'endocrinologue, je crois que c'était un mercredi. Le vendredi, mon flacon de d'œstrogène était fini. Et du coup, bon, heureusement, elle m'avait fait une nouvelle ordonnance et j'ai pu avoir des nouveaux œstrogènes ici avec une ordonnance portugaise, de la sécurité sociale portugaise, etc. Donc du coup, j'ai pas trop chipoté parce que c'est pareil, j'en avais besoin dans l'immédiat. Et mais par contre, tu vois, pour le prochain rendez-vous, elle me l'a dit. Elle m'a dit pour le prochain rendez-vous, je vous renouvellerai pas l'ordonnance si j'ai pas la prise de sang, tout ça, parce que l'idée, bah déjà, c'est d'être ok avec cette histoire de spironolactone et c'est pareil ce qu'elle m'a dit, c'est peut-être voir aussi pour augmenter les doses ou les baisser et tout, tu vois. Et moi je me dis que ça c'est la qualité du médecin. Et le troisième point, on en a déjà parlé un peu dans cette vidéo il y a quelques minutes. Le troisième point tout simplement, c'est la disponibilité du médecin lorsque tu en as besoin. Tu vois ce que je veux dire? Ne serait-ce que par visio. En fait, tout simplement, un bon médecin, c'est un médecin qui est carré sur son éthique de travail, sur les choses qu'il fait. Et c'est un médecin, si je puis dire, si tu es dans l'urgence, que tu peux contacter dans les 48 heures. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est pas le cas, il faut te dire que c'est un médecin qui s'en bat les couilles de ta vie, tu vois. Ça veut dire que, parce que même un médecin qui te dit bon ok là vous êtes dans l'urgence mais je vous propose un rendez-vous dans une semaine et demie, t'es dans l'urgence c'est tout de suite, une semaine et demie, ça se trouve tu seras plus là pour le voir, tu vois ce que je veux dire. Donc 48 heures vraiment, c'est les conseils que je donne, après chacun a son avis dessus, etc. Voilà. En tout cas, l'idée c'est pas de critiquer les endocrinologues, c'est pas de vous dire quel type de médecin, etc. Parce que je suis pas quelqu'un de la santé, etc. Je vous fais juste un retour d'expérience. Donc peut-être j'ai raison, peut-être j'ai tort. Voilà. Je dirais que mon avis sur les endocrinologues, en vrai, on s'en fiche. La seule chose, voilà, que je voulais absolument partager avec vous, c'était cette histoire d'effets secondaires. Parce que voilà, ça m'est arrivé, c'est triste. J'ai cru mourir honnêtement et ça a été confirmé par les médecins, tu vois. Si ça s'était plus répandu, c'était la réanimation les gars. Donc c'est pour vous dire. Et aujourd'hui tout va beaucoup mieux, je remercie Dieu, je remercie le ciel, je remercie l'univers. Et franchement donc voilà, je voulais partager ça avec vous les pitous. Si je peux vous éviter cette embûche, ou voilà, s'il y a des personnes transgenres qui regardent cette vidéo, qui ont commencé leur transition, ou par exemple je sais pas, des personnes qui prennent, parce que moi c'était avec l'aldactone, mais ça, je pense que ça peut être avec d'autres choses. Si vous voyez des premiers prémices de ce qui pourrait être des effets secondaires, renseignez-vous. Si vous vous renseignez sur internet, choisissez les sites très sérieux et ensuite n'oubliez pas de ne jamais jeter votre petit mode d'emploi à l'intérieur des paquets.
Voilà, pour toujours vérifier, c'est ce petit mode d'emploi dont je vous parle, pour toujours vérifier si les effets secondaires, par exemple, viennent de ce médicament-là ou pas, ou même si c'est des hormones, gardez le petit mode d'emploi et n'hésitez pas à consulter un médecin rapidement, ne mettez pas votre vie en jeu pour votre transition, parce que l'idée, c'est de faire la transition pour vivre notre meilleure vie. Et si tu meurs, tu vis pas ta meilleure vie. Donc voilà les pitous. Ça m'a fait plaisir cette petite vidéo. J'en ai marre de faire des vidéos de 40 minutes. Mais il faut croire que c'est le format ici. Donc on va dire que Elisabeth Dibéry fait des vidéos de 40 minutes. C'est le standard. Voilà. Du coup, si je suis en dessous de ce standard, c'est génial, on gagne des points. Et puis si j'atteins le standard, c'est cool parce que c'est le standard. Voilà. En tout cas, je voulais encore une fois vous remercier tout simplement de me suivre sur cette chaîne, de me donner de la force. Il y a beaucoup de retours sur Instagram, ça fait hyper plaisir. Voilà, vous le voyez peut-être pas parce que c'est en PV, c'est en, comment dire, en privé. Je parle avec les gens et tout. Il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai vu tes vidéos sur YouTube. Il y a des gens qui me demandent des conseils. Il y a des gens qui m'encouragent, etc., etc. En tout cas, j'ai pas eu de négatif. Voilà. Donc ça fait super plaisir. Je suis hyper touché. On est arrivé à genre plus de 100 abonnés. J'aurais jamais cru ça. En clair, je me suis dit je vais me lancer sur YouTube. Je vais pas dire que galérer, mais je me suis dit vas-y, si j'arrive à genre 20 personnes qui me follow, tu vois, c'est carré. Et donc c'est cool, ça fait plaisir et franchement je vous remercie de me donner de la force, ça me met du beau au cœur. De toute façon vous savez tout ça, ouais, on n'est pas pour déblatérer, mais je tiens à vous dire tout mon amour et tous mes remerciements, mes pitous, parce que franchement sans vous, le Pitou Gangs n'existerait pas. Et sans vous, cette belle communauté ne serait pas aussi belle, ne serait pas aussi charmante et aussi bienveillante. Donc voilà, je vous remercie. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que ce sera une vidéo plus positive. Entre temps, je vous souhaite de passer une excellente journée. Vous imaginez bien que moi ici, ma journée est pas mal parce qu'il fait beau. Donc voilà, moi j'ai encore du petit boulot à faire à droite, à gauche. Aujourd'hui je suis en jour de repos, je travaille pas dans la modération de contenu, mais je travaille du coup sur mes business personnels. Voilà les pitous, je vous fais des bisous.